Aujourd'hui, je reçois Hugo Lassiège. Il est le CTO de Malt. Malt, c'est la plus grosse plateforme de freelance française dans les domaines du design, de la tech, de la data, des affaires, etc. etc. Alors, je suis vraiment désolé, on a eu quelques petits soucis au niveau de l'enregistrement du début du podcast. J'espère que ça ne va pas vous bloquer dans le podcast parce qu'il est absolument génial. Hugo nous partage plein de pépites, que ce soit sur comment remonter dans les résultats de recherche sur Malt, ou encore plein d'astuces pour les freelances qui nous écoutent, mais aussi le fonctionnement interne de Malt sur comment ils vont prendre la décision de développer certaines features plutôt que d'autres, ou encore son expérience dans le télétravail et dans la gestion d'équipe. C'est un podcast absolument génial, rempli de pépites, j'espère que vous allez l'apprécier. La première question que j'ai posée à Hugo, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à devenir entrepreneur alors qu'il était expert technique. Donc, quel est le processus qui l'a amené à faire ce chemin et pourquoi il a pris cette décision. Bonjour à tous. Avant de commencer le podcast, petit instant publicité. Je viens de lancer mon site internet dont je suis super fier, c'est lilianalvarez.com. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitez le devenir, je vous invite à consulter la partie blog de mon site dans laquelle je partage plein de petites anecdotes qui me sont arrivées et de conseils pratiques et d'enseignements dont j'ai tiré de chacune de mes expériences. Si vous souhaitez encore aller plus loin aussi, j'ai lancé une formation dans laquelle je vous accompagne individuellement pour que vous évitiez de faire des erreurs qui pourraient complètement faire foirer votre carrière de freelance. Je fais aussi intervenir au sein de la formation un avocat et un expert comptable pour toutes les questions un peu plus techniques qui se posent lorsqu'on se lance ou même au cours de notre carrière, telles que comment gérer un conflit avec un client, comment contractualiser sa relation avec le client, quid aussi de la fiscalité, etc. et de tous ces sujets. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, donc c'est lilianalvarez.com/formation. Mon temps n'étant pas extensible malheureusement, j'ai limité le nombre de places au sein de la formation, donc voilà. N'hésitez pas à consulter ça rapidement pour qu'on parle un petit peu de votre projet. Moment pub terminé, on retourne au podcast. Deux choses déjà qui m'avaient un petit peu plu, c'était ce côté, comment dire, être maître vraiment de mes choix, être maître des décisions sur une entreprise. Et ça, finalement, c'est quelque chose aussi qui me plaît dans la technique. Donc ouais, je disais, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup dans la technique, c'est être capable de prendre des choix et de les assumer. C'est-à-dire être capable de pas uniquement de faire exactement ce qui a été indiqué par un cahier des charges, mais de réfléchir vraiment à ce que ça veut dire, réfléchir aux besoins métiers et implémenter une solution qui corresponde à ça. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et aujourd'hui, je fais toujours de la technique. Ça, c'est aussi parce qu'on a fait un certain choix de structure et un certain choix en termes de recrutement. On a choisi des personnes plutôt, alors pas forcément seniors au sens âgé, mais des personnes assez autonomes. Ce qui fait que je ne fais pas de... C'est aussi une façon de travailler. Je ne fais pas de micromanagement, je ne fais pas un suivi hyper poussé de chaque personne. Et donc, ça me permet de rentrer en fait dans les discussions techniques, ça me permet de continuer à coder. Voilà, je dirais que... je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question. Mais... Donc tu avais envie quand même, tu avais cette volonté de garder cet aspect technique et quotidien où tu vas mettre un petit peu les mains dans le cambouis tous les jours. Oui, et en fait, au-delà de technique, je dirais produit. C'est-à-dire que, évidemment, la technique m'intéresse en soi. Enfin, je trouve qu'il y a un challenge intellectuel qui est hyper intéressant, quoi. Enfin, comprendre comment fonctionne une base de données, un système distribué, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Mais pour moi, le produit est quand même primordial. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des choses extrêmement complexes si ça n'a pas d'utilité derrière. Et donc, oui, je mets vraiment le produit en premier. Et ça, c'est quelque chose, je ne tenais pas à m'en éloigner, quoi. Je ne tenais pas à faire juste de la gestion d'entreprise. Je voulais vraiment faire de la gestion de produits. Donc voilà, c'est quelque chose où je me suis toujours gardé, si tu veux, du temps pour ça, et j'espère que ça va encore durer longtemps. Ok. Du coup, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Donc, tu parles beaucoup de produits. Je suis curieux de savoir aujourd'hui quels sont vos processus pour faire vos choix et constituer vos roadmaps, dans le sens où il y a plusieurs points d'entrée généralement lorsqu'on va prendre une décision. Il va y avoir les métriques
donc les métriques et les analytics que vous allez pouvoir mettre sur le site. Il va y avoir votre vision en interne, vos besoins, aussi l'aspect business. Mais il y a aussi peut-être les retours utilisateurs que vous allez avoir en direct, je ne sais pas, par exemple par le chat ou par de l'emailing, etc. Comment est-ce que vous utilisez tous ces canaux pour prendre vos décisions aujourd'hui, d'un point de vue fonctionnel? Ouais. On a fait pas mal de choses en fait différentes parce que, comme je te disais, on a pas mal changé de taille aussi. Alors, on a des retours qui peuvent venir de pas mal de choses, alors que ce soit les médias sociaux, enfin les réseaux sociaux, donc du Twitter, du Facebook, etc. Ça, on a évidemment. On a des mails directs au support. On a également les aftermaths, donc ce sont des apéros en fait qui ont lieu le soir et qui sont sur lesquels on peut participer nous en tant que membre de Malte. Donc c'est pas des choses spécifiquement, c'est pas des événements avec des conférences, etc. C'est simplement des lieux de discussion devant un verre. Donc là on a pas mal de feedback. On a également notre présence parfois dans les conférences. Donc il y a pas mal de moments en fait où on va discuter. Là tous les éléments que je t'ai cités c'était plutôt avec des freelances, mais c'est vrai qu'on a pas mal de moments d'échange comme ça. Et puis surtout, on utilise aussi notre propre produit. Donc, c'est-à-dire que on a des personnes qui sont freelance dans la boîte, et donc on utilise le produit pour travailler avec eux. Donc tout ça, effectivement, ça nous donne pas mal de canaux différents. Et ce qui est compliqué, c'est de savoir les prioriser. Il y a une grosse part, je dirais, au tout début de la boîte, il y avait une grosse part d'intuition. En tant qu'ex-freelance, je considère que ceci est important. En tant qu'utilisateur du produit, sur tel type de segment, je considère que ceci est important, etc. Aujourd'hui, on essaye d'étayer ça beaucoup plus par des chiffres. C'est assez amusant parce qu'en fait, il n'y a pas de règles spécifiquement là-dessus. Il y a des boîtes qui sont très orientées data, des boîtes qui sont très orientées, je dirais, intuition, entre guillemets. Vouloir absolument forcer le pied sur l'un ou l'autre, je pense que c'est pas une nécessité. On essaye d'équilibrer un petit peu les deux, mais très honnêtement, l'intuition joue encore beaucoup. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on est quand même bien meilleur pour dire, en tout cas, s'il y a eu un vrai succès avec de la data, quoi. Que ce soit avec de la data sur des KPI qu'on s'est donné pour déterminer ce que ce serait le succès, ou que ce soit avec des choses un petit peu plus générales sur la croissance de la boîte, quoi. Donc, Est-ce que tu peux nous prendre un exemple particulier où vous avez une théorie et vous l'avez testée, et quels sont les KPI, quelles sont les métriques qui étaient importantes pour définir le succès? En fait, il y a beaucoup de choses qui vont tourner soit autour de... Alors, j'essaie de trouver des exemples un petit peu marquants. Il y a des choses autour de la page en fait, sur laquelle un profil freelance va pouvoir un petit peu s'exprimer, il va dire un petit peu ce qu'il est capable de faire, etc. Enfin, pouvoir se mettre en avant. Là-dessus, on a fait beaucoup d'essais. On a fait des essais sur, je dirais, les fonctionnalités qu'on va proposer. Et notamment, il y a un truc qu'on suit, c'est la complétion de profil. C'est en fait le nombre d'informations que le freelance a pu donner. Et nous, on considère qu'un profil est complet à partir du moment où il a rentré tel type d'information. Et ça nous permet en fait de voir en fait les différentes actions, que ce soit sur des fois des petits messages sur lesquels on va proposer par exemple des compétences supplémentaires. On va proposer à un freelance, est-ce que tu connaîtrais pas aussi ces compétences-là? Ça, c'est un truc qu'on avait rajouté, et on a vu le nombre de compétences moyennes par freelance. Alors ça fait très comment dire, mathématique comme ça, mais en fait, ça a un vrai intérêt d'avoir cette information-là. Et j'expliquerai après pourquoi. Et en fait, ça, on a vraiment vu cette donnée augmenter. C'est-à-dire qu'on est passé de environ entre 4 et 6 à environ 8-9. Et là, on va bientôt d'ailleurs sortir une autre fonctionnalité pour inciter davantage encore la complétion de cette information-là. Et pourquoi on a fait tout ça? On s'est rendu compte avec justement de la data, on étudie pas mal tout ce qui est éléments de recherche, donc chaque recherche qui est effectuée sur le site, et on regarde un petit peu est-ce que ça amène ou pas à des conversions en fonction des critères de recherche, et en fonction aussi des caractéristiques des freelances qui ont été regardés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui jouent pas mal sur la conversion, et notamment le nombre de tags. Alors, ce qu'on appelle le nombre de tags, en fait, c'est les compétences qu'on va pouvoir déclarer sur son profil. Ces compétences,
plus il y en a, plus il y a de conversions. Alors, il y a des raisons très très simples. C'est que tout simplement, ça donne un petit peu de réassurance, ça donne un petit peu une meilleure teinte aussi au profil. Si on regarde en fait son CV de façon naturelle, on va donner quand même pas mal de compétences sur un CV. Si en fait sur Malte c'est pareil, à partir du moment où on n'en met que 3-4, finalement ça donne pas une très très bonne image visuelle de la personne. Enfin, quand je dis une très bonne image visuelle, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle est capable de faire ou pas. En fait, voilà, plus il y en a, plus on s'en rend compte. Et donc, la data nous a permis de confirmer cette intuition et nous a permis aussi de tester des fonctionnalités pour justement augmenter cette prise d'information. D'accord, donc vous allez inciter les freelances à rajouter un maximum de tags sur leur profil pour justement qu'il y ait cette conversion qui se fasse plus facilement et à plus grande. D'accord. Ok. Par contre, c'est un truc que je précise, quand on parle souvent de retour utilisateur, c'est que ce qui est hyper important, c'est aussi de comprendre en fait, le sous-jacent derrière une proposition, derrière une suggestion. Il y a des personnes qui vont nous faire des suggestions sur telle ou telle chose dans le produit, que ce soit le circuit de paiement, que ce soit sur n'importe quoi. Et si on applique bêtement chaque suggestion, on peut se retrouver qu'un produit qui finalement est assez contradictoire à plein d'endroits en fait du site. Il y a des endroits qui vont suggérer quelque chose, un autre endroit qui va suggérer autre chose, et donc on peut partir dans n'importe quelle piste. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le pourquoi une personne nous a fait une suggestion, c'est de comprendre quel était son point de douleur. Et après, c'est aussi d'accepter de faire des choix, c'est-à-dire que il y a une citation que je trouve toujours très très bonne de Ford qui disait voilà, si j'avais écouté mes utilisateurs, j'aurais fait des chevaux plus rapides. Je pense qu'il est fondamental aussi d'avoir des convictions et de se dire que bah oui, potentiellement on va pas traiter certains cas parce que il faut savoir rester sur ce qu'on sait faire. Et voilà, je te donne des exemples. Il y a des personnes qui, des fois, nous disent bah, nous, on a envie aussi de s'inscrire chez vous, mais on fait tel type de métier et vous ne gérez pas ce type de métier-là. Et fondamentalement, on a envie de leur faire plaisir, évidemment, à ces personnes-là. Simplement, on est aussi conscient que si on le fait, on va brouiller l'image de ce qu'on fait. On ne va pas les satisfaire non plus parce qu'on n'aura pas les clients dans ces métiers-là. Et finalement, ça servira à personne. Ça servira ni aux freelances qui ont demandé ça, ni aux clients qui, de toute façon, ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'ils vont trouver sur Malte parce qu'ils vont trouver tous les métiers. Ok, c'est vachement intéressant que tu parles de ça parce que justement, Malte, donc ça va être une plateforme où on va pouvoir s'inscrire et mettre son profil et à partir de là, les gens, via une recherche, vont nous trouver. Donc il y a tout cet aspect de matching quelque part qui est vraiment important, j'ai l'impression pour vous, puisque l'objectif c'est de matcher le plus rapidement possible l'entreprise avec le bon freelance pour qu'il y ait une conversion qui se fasse. Donc il y a quelque part deux aspects là-dessus. Il va y avoir les entreprises et les freelances. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour créer ce réflexe auprès des entreprises de se dire ok, j'ai besoin d'une compétence aujourd'hui, je vais aller sur Malte pour chercher la bonne personne qui correspond? C'est un sujet assez vaste parce qu'il y a pas mal de types d'entreprises différentes, pas mal de types de freelance différents, pas mal de types de missions différents. D'ailleurs, quelque chose sur lequel j'ai pas mal, je dirais, évolué quand je suis arrivé quand on a commencé le projet, parce que j'avais une vision très spécifique du freelancing. J'étais freelance sur Paris, dans un certain secteur, donc le développement back-end, et donc essentiellement sur des missions longues. Et j'ai découvert qu'il existait plein d'autres formes de freelancing, plein d'autres situations également, et plein de types d'entreprises avec des process différents. Donc, comment susciter, si tu veux, ce sujet-là, en fait, il est très très vaste en fonction des entreprises. Il y a des entreprises type PME qui, en fait, se posent pas tellement la question de est-ce qu'ils ont besoin d'avoir recours à des personnes en externe pour faire avancer leur projet? Ils le savent, ils le font déjà. Par contre, ils ne savent pas où, avant qu'on arrive un peu sur le marché, ils n'avaient pas forcément de moyens de le faire. Donc eux, ils sont assez naturellement arrivés sur le moteur de recherche. Ce sont des utilisateurs, je dirais, qui étaient assez autonomes là-dessus.
même s'il faut mettre des grosses parenthèses, parce que c'est pas toujours. Il a fallu quand même pas mal aussi les accompagner pour certains. Mais donc, eux, globalement, si tu veux, la façon de discuter avec ces personnes-là, c'est surtout de leur expliquer toutes les, toutes les difficultés qu'ils doivent savoir gérer, enfin, difficultés, toutes les subtilités qu'ils doivent comprendre sur le freelancing. Mais globalement, ce sont des personnes qui sont assez réceptives et assez autonomes après. Si on prend par contre les grands comptes, eux c'est assez différent, ils ont des process très établis et une façon de fonctionner qui est très ouverte à la prestation, hein. On est sur des entreprises qui font énormément de prestations, mais qui avaient besoin d'autres types de, comment dire, de réassurance, qui avaient besoin de rassurer leur service achat, qui avaient besoin de rassurer leurs opérationnels aussi sur la façon de faire, est-ce que ça correspond bien au process de l'entreprise, etc. Donc ce sont des discours totalement différents en fait qu'il faut tenir avec ces entreprises-là. En fait, le matching, je dirais qu'effectivement, c'est le cœur de la boîte, enfin, c'est le cœur de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, il n'y a pas que en fait, on a deux façons d'en faire. Il y a une façon de faire qui est publique, hein. Tu as un moteur de recherche sur lequel tu vas et tu peux être autonome. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour un certain type d'entreprise. Et puis, on a ce qu'on appelle de la recommandation, où là, globalement, on va, si tu veux, être capable de dresser une sorte de tableau d'un client. On a un ensemble de données sur un client, on a un ensemble de données sur les freelances, et on va pouvoir faire du matching intelligent entre les deux. Donc, on utilise des différents algos là-dessus. Ça va nous permettre soit de faire de la recommandation un petit peu automatisée par email, c'est un premier truc, mais aussi de la recommandation, là plutôt sur un client qui a exprimé un besoin et on va lui pousser un ensemble de personnes. Donc on a je dirais plusieurs solutions, mais à la fin, ça revient toujours à la même chose. C'est comment est-ce que je trouve les meilleures personnes pour travailler avec une entreprise. Quand je dis meilleures, c'est les personnes les plus adaptées pour bosser avec une entreprise. Et ça, effectivement, c'est le cœur du truc. Mais il n'empêche qu'il y a plein d'autres sujets, en fait, quand tu parlais de comment est-ce qu'on incite un peu les entreprises à réfléchir freelance, en fait, il y a plein d'autres sujets périphériques qui sont nécessaires, enfin, qu'il est nécessaire d'aborder également. Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous vous êtes heurté chez Malte depuis la création? Est-ce qu'il y a vraiment un sujet qui a été difficile pour vous et que vous avez réussi finalement à surmonter? Et comment vous avez réussi à le surmonter? Enfin, en fait, j'ai envie de te dire que là-dessus, la plus grosse difficulté, c'est simplement le fait de grandir tous les mois. C'est-à-dire que passer d'une entreprise de 3 à 10, déjà, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est déjà un certain défi. Et puis, chaque phase, hein, 10, 20, 40, etc. Chaque phase est complexe, en fait, que ce soit parce qu'il y a des nouvelles compétences qui arrivent dans l'entreprise, et donc qui rebattent un petit peu je dirais la carte un peu enfin, les cartes de chacun. Tiens, avant j'étais responsable de faire ceci, mais maintenant on a quelqu'un qui est spécialiste et qui ne fait que ça et qui est bien meilleur que moi sur le sujet. Ok, qu'est-ce que je deviens moi? Donc déjà il y a ça, c'est comment se remettre en cause systématiquement lorsque l'entreprise change. Comment aussi gérer de la communication dans une entreprise? Alors c'est simple, hein, quand on est trois, on est toujours ensemble, même si on fait du remote depuis très longtemps, parce que moi je suis parti sur Lyon au début de la société, donc on a toujours appris à bosser à distance. Mais n'empêche qu'à trois c'est simple. À partir du moment où on commence à être plus, il faut savoir gérer une communication un petit peu différente. Et aujourd'hui, avec 200 personnes, en fait, il est illusoire de penser qu'on peut être présent partout et de connaître tout ce qui se passe partout. Donc, comment est-ce qu'on accepte ça aussi? Enfin, quand on est, par exemple, un fondateur, ou en tout cas, même sans parler d'être fondateur de l'entreprise, quand on est quelqu'un qui est là depuis, par exemple, 5 ans, donc il y a des gens comme ça qui sont là depuis 5 ans dans la boîte, comment accepter de ne plus être au courant de tout? Ou tout du moins d'être au courant un peu plus tard. Ça, c'est quelque chose de compliqué, ouais. Compliqué, et puis, donc, au-delà de cet aspect de communication, c'est comment s'adapter à une entreprise qui grandit.
encore une fois, c'est comment trouver sa place et comment trouver la meilleure façon de contribuer. Ouais, je dirais pas qu'on a trouvé la solution, je dirais juste que on s'est adapté pour l'instant. Chacun s'adapte personnellement et c'est, je pense, l'une des plus grosses difficultés pour l'instant. Comment est-ce que vous prenez la décision de recruter et de grossir l'équipe? Est-ce que c'est purement, vous êtes sous l'eau en termes de travail et du coup vous dites ok, bon là c'est plus possible, on est débordé, il faut absolument qu'on recrute, ou est-ce qu'il y a un aspect aussi ambition, on se dit ok, il faut vraiment qu'on progresse sur ce domaine-là, du coup on va vraiment prendre un expert dans ce domaine et on va lui donner un petit peu les cartes et pour que lui fasse grossir cette partie-là. Comment est-ce que vous réfléchissez en termes de croissance? Bon, il y a un truc qui est sûr, c'est que en fait c'est jamais le côté ambition et budget, il est forcément, il passe en premier. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même si des fois on a pu être sous l'eau, d'ailleurs au tout début de la boîte, où c'était peut-être des fois un peu plus compliqué en termes de moyens, n'empêche qu'on ne recrutait pas sans avoir forcément sans avoir les fonds. Donc le côté budget, il est primordial. Et le côté ambition de la boîte, il est primordial. On a recruté en fonction de ses ambitions, c'est-à-dire qu'on a d'abord créé un plan, on s'est dit voilà, il faudrait qu'on fasse ceci, cela, tel type de fonctionnalité, tel type d'expansion également, tel type de cible en termes de clients et de freelance. Et en fonction de ça, on a mis les moyens. Alors déjà, on a essayé de se convaincre nous que c'était les bonnes solutions, on a essayé de convaincre des personnes qui pour nous financer. Et à partir de là, on avait un plan et on avait un plan de recrutement qu'elle est avec. Donc je dirais que le recrutement, c'est d'abord une question évidemment de financement. Enfin, il y a une question de stratégie en premier. Le financement, il est là pour supporter la stratégie. Et sans le financement, on ne peut pas faire plus que ça, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des adaptations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait la stratégie évolue. De toute façon, la stratégie, elle est régulièrement, et il faut un peu la challenger. Et on va se rendre compte qu'on pourrait être meilleur sur certains sujets, ou on pourrait être, et donc on va réadapter des choses. Et donc oui, il y a des fois des recrutements qui ont été faits un peu, je dirais, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était mauvais sur un sujet. Et on ne le savait pas avant. On ne s'était pas rendu compte qu'on était mauvais sur ce sujet. Et donc, il a fallu s'adapter. On s'est dit, en fait, il y a vraiment un potentiel important, que ce soit un potentiel technologique, un potentiel de croissance, etc. etc. Donc, oui, il y a des adaptations qui sont bien sûr faites. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Malte? Comment est-ce que tout ça a commencé? Comment est-ce que toi, tu as été amené à rejoindre Malte? Comment vous avez créé ce projet au tout début? Ouais. La genèse de Malte, en fait, c'est que il y a plusieurs choses qui étaient un petit peu, qui sont un peu télescopées. Moi, je faisais partie d'un groupement de freelance tout début, et puis j'ai rejoint une société. Enfin, on a créé une société qui était elle-même une sorte de preuve de concept sur ce qu'on avait imaginé dans ce groupement de freelance. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce groupement de freelance, qui s'appelle Les Indeps sur Paris, on s'était dit, tiens, ce serait sympa de pouvoir bosser plus souvent ensemble. Et on avait cherché plein de choses, on s'était dit tiens, il faudrait peut-être créer une structure pour ça, etc. Ça a un petit peu ça n'a pas totalement accroché, donc on a fait ça en dehors, et on a créé une première structure. Cette structure, il y avait aussi une preuve de concept, c'était une expérimentation sociale sur la façon aussi de manager une entreprise et de gérer une entreprise. Simplement, moi, un des trucs qui me plaisait beaucoup, c'était de faire du produit, c'est-à-dire que le statut de freelance, j'adore ça, mais j'ai besoin d'avoir un produit. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Il y a comment dire, une phrase qu'on entend souvent, mais en fait, j'aime bien être responsable des choix que j'ai pris et de pouvoir les assumer après. Parce que quand tu fais du conseil, c'est pas toujours quelque chose qui arrive finalement. Tu fais des choix puis tu les assumes pas toujours derrière. Donc ça, c'était quelque chose qui me manquait. Et donc au sein de cette structure qui s'appelle Lateral Thoughts, on a essayé de sortir des side projects. On a essayé de lancer des projets, des produits. Sans trop spoiler, ça n'a pas trop fonctionné. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des très très bonnes idées qui sont sorties de tout ça. Il y a eu des très très bons débuts de produits. Simplement, une entreprise qui est constituée que de tech, elle a souvent un défaut. C'est le côté un peu perfectionniste déjà, d'avoir
de toujours passer d'une alpha à une bêta, de jamais sortir un vrai produit et de pas être très très bon pour savoir finalement aller interroger des gens pour savoir vraiment qu'est-ce qui les intéresserait, quand est-ce qu'on pourrait le sortir, etc. Ce côté un peu, voilà, oui, sales, quoi, enfin, commercial. Donc ça, c'était, je dirais, l'état d'esprit dans lequel on était dans Lethal Souls. On voulait créer du produit, mais on savait pas trop, mais on n'était pas vraiment très très bien câblé pour ça. En tout cas, moi, c'était mon cas. À l'inverse, donc Vincent, autre cofondateur, lui, il travaillait en PME, il avait déjà fondé des belles boîtes. Il avait fait, alors, une boîte qui peut-être aujourd'hui parle un petit peu moins, mais qui s'appelle Dromadaire ou Oprint. Alors, Dromadaire, c'est les fameuses Dromacartes qui étaient envoyées il y a très longtemps, voilà, les cartes de vue virtuelles en fait. Donc, je pense que tout le monde en a reçu dans les années 2000, mais voilà, ça fait un peu vieux maintenant. Donc, il avait créé ça, et en fait, il se rendait compte qu'il avait du mal à trouver des freelances pour sa boîte, qui est plutôt une PME. Il se rendait compte un petit peu de ces difficultés et il imaginait un petit peu une solution déjà pour ça. Il était très fan de certains produits, je vais pas les citer, mais voilà, des marketplaces en ligne qui étaient très intéressantes, et il trouvait ça assez bon. Il se disait pourquoi pas ne répliquer ça. On a été mis en contact par une connaissance commune et en fait on s'est dit effectivement d'un côté, lui, il apportait une idée intéressante. Nous, on voyait cette idée aussi du prisme freelance. On se disait, bah oui, c'est vrai que en tant que freelance, on aimerait bien bosser plus souvent pour des PME. C'était un peu le truc de départ. Et puis de mon côté, j'avais aussi le truc de me dire, ce serait bien aussi qu'on aille un petit peu bousculer les codes classiques de la prestation. Quand je dis ça, je ne veux pas non plus que ça tombe dans la caricature, hein, parce que très honnêtement, j'ai eu des très très bonnes relations avec certaines entreprises de services, mais il y a certaines pratiques qui ne me plaisaient pas trop. Voilà, que ce soit des fois le manque de transparence sur certaines pratiques commerciales, sur le fait de ne pas être en direct avec mon client. Et je vais pas lister certaines mauvaises pratiques, parce que je pense que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Et j'ai dit, tiens, ce serait aussi l'occasion de bousculer un peu ça. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a un peu créé toute cette idée. Il y avait ce côté mise en relation avec des entreprises type PME sur un modèle un peu marketplace online. Il y avait ce côté aussi communauté de freelance, moi qui me plaisait beaucoup. Je faisais partie de communauté de freelance, j'avais toujours été très, très impliqué même ne serait-ce que l'essor du freelancing. J'avais sorti des billets de blog sur le sujet. Jean-Baptiste, qui était donc le troisième cofondateur, avait également fait pas mal de prosélytisme un peu là-dessus. On avait fait un BOF à Devox en 2012 sur le freelancing et les sociétés libérées. Donc il y avait tout un faisceau qui nous conduisait un petit peu à tout ça. Et voilà, le produit s'est créé à partir de là. Évidemment, il y a eu des tonnes de changements, il y a eu des tonnes on a tous appris que le marché était beaucoup plus important que ce qu'on croyait. On a tous appris que le marché était beaucoup plus varié, en fait. Et c'était hyper enrichissant, et ça l'est toujours. Est-ce que, depuis que tu es CTO de Malte, il y a des leçons que tu as apprises qui sont contre-intuitives, où tu t'es dit, lorsque tu es tombé, tu t'attendais pas à avoir ce résultat, et finalement il y a un truc qui a marché, et alors que ça te semblait pas intuitif, quoi. En fait, je ne vais pas forcément parler produit, mais plutôt gestion d'équipe. Il y a des choses qui m'ont un petit peu qui ont été un peu contre-intuitives pour moi. J'avais une vision extrêmement pas radicale, mais en tout cas j'avais une vision assez je dirais spécifique de ce que c'est qu'une bonne équipe produit et ce que c'est que être un bon contributeur individuel. Et c'est vrai que je considérais certaines choses comme allant un peu de soi, sur la gestion d'équipe notamment. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'existait pas de méthode universelle qui fonctionne dans tous les cas et avec tout le monde. Je me suis rendu compte que c'est vrai que voilà,
quand tu vas un petit peu sur Twitter, il y a des personnes qui ont des prises de position hyper arc-boutées sur un truc et qui considèrent que c'est la solution universelle pour tout, et que ce soit en technique ou en management, hein, je veux dire les deux, quoi. Il y a des querelles de clochers assez amusantes sur plein de trucs qui, moi, personnellement, me fatiguent. Et en réalité, il existe il existe des tas de façons de répondre à un problème, que ce soit un problème technique ou un problème humain. La personne qui dit, voilà, dans tous les cas, il faut absolument toujours faire comme ça, à mon avis, il lui manque un peu de contexte, quoi. Enfin, et encore, j'aime pas dire ça parce que finalement, je dis la même chose qu'elle, finalement, quand je dis ça. Donc, c'est pas une bonne chose. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup plus de pragmatisme à apporter. Et donc, oui, il y a des choses un peu contre-intuitives. Je considérais, par exemple, que tout le monde était fan d'autonomie dans son travail et voulait absolument avoir ouais, totalement autonome. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont besoin, qui ont besoin de beaucoup plus d'être guidées, par exemple. Je me suis rendu compte que même la posture vis-à-vis de l'auto-formation, la posture vis-à-vis de l'apprentissage et de la gestion de sa propre carrière, il y a des choses qui s'apprennent dans le temps. En fait, tout n'est pas naturel pour tout le monde au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Donc, il y a beaucoup de choses en fait sur l'humain sur lesquelles je suis revenu un petit peu de mes idées préconçues, je dirais. Du coup, pour revenir un petit peu sur l'exemple de l'autonomie, est-ce que tu vas adapter la manière dont tu vas manager les gens en fonction de leur personnalité? Comment ça se manifeste concrètement dans la vie de tous les jours? En fait, ça se manifeste surtout sur les attentes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu les attentes que tu as. Il faut aussi comprendre, je dirais, les difficultés des personnes et en fait se mettre à leur place en se disant, bon, là par exemple, je suis un peu perplexe sur la façon dont le problème a été adressé, mais il faut se dire, mais pourquoi? Et donc essayer de se dire, mais quelles ont été les raisons qu'on poussait à faire ces choix ou qu'on poussait à faire ces non-choix? Et donc oui, c'est être capable de faire preuve de se mettre à la place des personnes, quoi, tout simplement, et d'essayer de mieux comprendre ça, et du coup aussi de les aider à résoudre ces sujets, si on considère que ce sont des sujets importants, parce que des fois, il peut simplement s'agir avoir des approches différentes, c'est aussi très très riche, hein, donc je veux dire, à la limite, ça c'est bien aussi. Mais dans certains cas, il faut aussi se dire, bah non, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire, et donc le meilleur moyen de résoudre ça, c'est pas juste de dire c'est comme ça que ça aurait dû fonctionner, point barre. Non, c'est d'aller voir c'est de comprendre les problèmes qu'a rencontré la personne et donc d'adapter en fait en fonction de ça. Donc après, je te dis ça, attention, je suis pas du tout. Moi, je me suis jamais considéré comme étant un manager, extrêmement fort sur la partie humaine. Je suis plutôt quelqu'un, je dirais. J'apprécie constituer des équipes où les gens se sentent à l'aise, et j'apprécie constituer des équipes que je considère efficaces, avec, je dirais, une bonne sérénité, avec un état d'esprit où tout le monde se sent inclus, etc. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Après, en soi, je vais donner une petite anecdote, mais donc on a recruté il n'y a pas très longtemps un VP of Engineering pour justement gérer beaucoup mieux le fait d'aller voir les gens beaucoup plus régulièrement. Moi, personnellement, sur toute l'année dernière, il y a je faisais jamais d'entretien individuel, par exemple. C'est des choses sur lesquelles je suis pas câblé pour. Ça veut pas dire qu'on se parlait pas, hein, attention. Mais sur ce formalisme tel qu'on peut l'imaginer, ça je le faisais pas. Donc voilà, mes conseils, je dirais qu'ils n'engagent que moi et ils ne sont pas forcément les meilleurs non plus. Mais... Pourquoi? Je suis curieux de savoir pourquoi tu faisais pas d'entretien individuel. Est-ce que peut-être tu avais mal vécu ça lorsque tu les avais vécus en tant que la personne qui se faisait évaluer? Qu'est-ce qui t'a poussé à éviter les entretiens individuels? Bon, honnêtement, oui, j'ai pas vécu des fois des expériences précédentes où ces choses-là, je les trouvais très pertinentes et efficaces, mais c'est pas vraiment la raison. Bien sûr, ça joue, mais
En fait, j'ai toujours été, tu vois, je parlais de l'autonomie tout à l'heure, j'ai toujours considéré finalement que quand tu avais besoin de dire un truc, ben, naturellement, tu allais le faire. Donc, moi, je suis parti de ce principe-là. Je suis parti du principe que si quelqu'un avait quelque chose à dire, bah, naturellement, on allait avoir cette discussion. Et c'est pour ça que je dis attention, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'entretien individuel normé, cadré, etc., qu'on ne discutait pas. On discute. Euh, mais je considérais que ça devait se faire naturellement. Et ce qui n'est pas vrai, en fait. Ça marche pas toujours, ça. Il y a des fois des trucs, tu t'en rends compte bien trop tard. Mais voilà, donc c'était, je dirais, ma conception de la chose. Euh, à partir du moment où certaines personnes ont une certaine expérience, je considère que bah, de toute façon, ils vont, quand ils ont besoin de parler, ils le font, quoi. Voilà. Mais c'est pas vrai. Ok. Euh, tu as écrit un article sur le télétravail Mhm. et tu nous disais tout à l'heure que c'était vraiment dans l'ADN de Malte de mettre en place le télétravail. Est-ce que tu as des conseils, des retours d'expérience que tu pourrais nous partager, étant donné surtout le contexte actuel où on est tous un petit peu forcés à télétravailler? Mhm. Mhm. Euh, oui, il y en a plusieurs. Le premier, quand même, que j'ai envie de dire d'abord en intro, c'est juste de dire que télétravail, c'est pas la même chose que le confinement. Euh, la situation actuelle, elle force à faire du télétravail, mais c'est pas du télétravail dans des conditions optimales. Le télétravail n'impose pas, par exemple, enfin, faire du télétravail ne veut pas dire ne jamais sortir de chez soi, par exemple, ou ne pas avoir d'activité sportive. Et voilà, donc déjà, c'est première petite parenthèse là-dessus. Euh, Juste pour préciser, en fait, le fonctionnement qu'on a chez nous, si tu veux, on peut aller jusqu'à 4/5e de télétravail. On a quand même des bureaux. On a des bureaux à Lyon, à Munich, à Madrid et à Paris. On a, on a un mode de fonctionnement où tu as des personnes qui font quasiment jamais de télétravail. Il y en a en fait qui viennent tous les jours au bureau. Et à l'inverse, il y en a certains qui font bien leur 4/5e, voire même on a des personnes, si tu veux, qui des fois ont déménagé et qui venaient une fois toutes les 2 semaines. Donc, panel assez large en fait d'utilisation du télétravail, mais il y a une notion aussi de choix, c'est-à-dire qu'il y a une notion de chacun était amené à réfléchir à comment est-ce qu'il est le plus efficace et comment est-ce qu'il se sent le mieux. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être dans des bureaux et de parler à des gens parce qu'en fait ils se nourrissent de l'énergie des autres, vraiment. Il y a des personnes, enfin, s'ils sont dans 2 semaines chez eux, tu as l'impression de les voir dépérir, quoi. Et quand tu discutes avec eux, tu as l'impression qu'ils sont de mauvaise humeur et c'est. Voilà. Et à l'inverse, à certains, ça leur fait rien du tout. Donc voilà, c'est quelque chose déjà qui est important, c'est que dans la situation actuelle, ben, malheureusement, les gens, ils n'ont pas le choix en fait. Ils font du télétravail forcé et ça, c'est plus compliqué, je trouve. Euh, Après, voilà, si on parle vraiment du télétravail pur et dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions où les gens ils ont le choix, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez importantes. C'est de ne pas faire d'économie sur le matériel, notamment sur le matériel tu vois, par exemple, le casque et mon micro. Euh, Enfin, par exemple, dire à chacun, bah non, bah, vous vous débrouillez, vous utilisez des écouteurs intra-auriculaires ou alors vous utilisez le truc d'ambiance du PC portable, c'est pas la meilleure, pour moi, c'est pas la meilleure configuration. Les intra-auriculaires, enfin, ça peut faire mal aux oreilles sur le long terme. euh, et un micro d'ambiance de PC portable, la majorité du temps, c'est pas terrible. Donc, pas faire d'économie là-dessus, y compris dans les setups de salles un peu plutôt de vidéoconférence, tu vois. On a des salles un peu comme ça. Il faut un bon matériel, et notamment pour la prise de son. Après, je dirais qu'il y a aussi une image à combattre un petit peu, enfin à combattre. Il faut faire attention au côté télétravail égal je bosse dans mon canapé ou à l'extérieur sur une table de terrasse. Si on veut faire du télétravail sur le long terme, il y a vraiment des aspects de santé à prendre en compte. La position, enfin tu vois, moi j'ai un siège, je dirais un petit peu de gaming. La position, enfin qu'on va adopter tous les jours avec son outil de travail, quoi, dans son siège. Le fait d'avoir un éclairage trop fort en extérieur, etc. Bah, ça, c'est des choses qui, sur le long terme, vont pas fonctionner. Donc vraiment, là, je considère qu'il faut vraiment que les gens y comprennent que télétravail, ça veut pas dire être sur la table de sa cuisine avec ses enfants à côté, etc. Il y a aussi un côté concentration qui est hyper important. Et un autre aussi aspect que je trouve hyper important, c'est le télétravail, et je pense que ça, il y a pas mal de gens qui s'en rendent compte en ce moment, c'est une certaine hygiène mentale et physique. Alors physique, j'en ai parlé, mais mentale également. Que
que ce soit sur l'espace de concentration, que ce soit sur aussi les outils à utiliser pour éviter d'être constamment perturbé par des notifications, que ce soit sur aussi la séparation personnelle et professionnelle. Et ça c'est quelque chose, si tu veux, chez Malte, oui, tu peux te connecter n'importe quand à tes outils de travail, puisque de toute façon, par définition, ils sont online, ce sont des SaaS, etc. Simplement, il faut être, en tant que manager, moi, un truc que je dois faire attention, c'est est-ce que les personnes ne sont pas en train de se cramer? Parce que finalement, le télétravail, c'est aussi, pour des personnes qui ne sont pas habituées, une possibilité plus forte de burn-out. Contrairement à ce que beaucoup de managers croient, je pense que c'est vraiment un mythe qui est en train de tomber, et j'espère vraiment qu'il est en train de tomber avec la période actuelle. C'est pas des personnes qui travaillent moins, c'est des personnes au contraire qui travaillent plus. Parce que la pause du midi est plus courte, oui, par nature, tu fais à manger toi-même, donc c'est plus rapide. Parce que il y a moins il y a certaines pauses en fait qui disparaissent, et parce que aussi tu es tenté de reprendre le travail des moments où il faudrait pas. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention de pas se cramer. Et le manager, lui, doit avoir une attention particulière aux personnes aussi, leur dire non mais écoute, là c'est plus l'heure, ou bien voilà. Et c'est pas un challenge facile, vraiment. Et enfin, je dirais après sur les moyens de communication, je dirais quelque chose que change beaucoup le télétravail, c'est la com. Ça implique, ça force à avoir une communication de meilleure qualité. Et finalement, c'est bénéfique pour toute l'entreprise, hein. C'est-à-dire que les décisions prises à la machine à café ou les décisions prises, je dirais, en bas de l'immeuble devant une cigarette. Alors moi, je fume pas, mais ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans pas mal d'entreprises qui sont très, très localisées, tu vois. Déjà, elles ont dû apprendre que quand tu fais du multisite, ça marche pas si bien. Et puis, elles ont aussi découvert que même sur plusieurs étages, des fois, ça marche pas si bien. Et des décisions qui ne seront pas connues partout. Le fait de faire du remote et donc du télétravail, ça te force à améliorer tes process de communication, à écrire beaucoup plus les décisions qui sont prises. Ça te force aussi à utiliser les bons médias de communication. Il faut faire très très attention. Slack, par exemple, n'est pas un média de communication universel pour tous les problèmes. Il y a des choses, un truc que j'aime bien dire, c'est personne ne doit jamais dire à quelqu'un écoute, je l'ai dit sur Slack il y a 2 semaines. Non, Slack, c'est un espace de messagerie instantanée, c'est volatile, et tant pis. Donc il y a d'autres médias de communication pour ça. Il y a de la doc, on utilise des outils comme Notion, il y a aussi les emails qui servent toujours. Les emails, ils ont plusieurs cas d'usage que non pas Slack. Dans tous les cas, il faut savoir switcher un petit peu de médias de communication. Il faut savoir aussi que l'écrit, des fois, ça passe mal. Et donc, quand il y a plusieurs échanges sur un média de communication qui commence un petit peu à devenir... On sent, il y a un truc qui passe plus, excuse-moi. Typiquement sur Slack, tu sens que la communication devient plus sèche, ou par email, tu sens que les réponses ont été un petit peu brutes. Faut changer. Ça peut être prendre un outil de vidéoconf, ça peut être plein de choses, mais enfin, voilà, il faut apprendre à varier ses outils, il faut apprendre à écrire les choses. Je considère que la communication et la qualité de la communication, c'est le facteur clé pour ça, quoi. Ah oui, dernière chose que je voudrais rajouter, ce sera mon dernier point. Les conférences en remote, il faut les considérer comme étant ce que j'appelle remote first, c'est-à-dire même s'il y a 4 personnes sur place et une personne à distance, les 4 personnes sur place doivent être chacun sur leur PC avec un casque et un micro. Ça force à avoir une hygiène de communication qui soit égale pour tout le monde. Ça a l'air de rien, mais j'ai vu des entreprises, si tu veux, où des fois tu as une personne qui est en télétravail de temps en temps, et ce jour où elle est en télétravail, elle fait les conférences à distance, et c'est juste comme si elle n'était pas là, en fait. Parce qu'elle ne bénéficie pas de tout le bruit de la communication, parce que les personnes s'interrompent sur place, parce que la personne est... Voilà, il y a plein de choses. Donc, vraiment penser les conférences remote first. Voilà, je dirais que c'est un peu... je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs à dire, mais... D'accord. Vous utilisez aussi, j'imagine, des outils tels que pour faire de la gestion de projet, tels que Jira ou Trello, pour avoir une vision du suivi des tâches, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, je suis pas passé sur l'ensemble des outils, mais il y a plein de choses. Donc, Jira, Notion,
on utilise Antora pour faire de la doc, on utilise tous les outils, la suite G Suite. Je ne saurais pas tous les lister, mais ah oui, même un outil on a essayé 2 outils pour faire des rétros aussi. Les rétros, c'est pas si simple à faire comme ça. On utilise Retrium et Metro Retro. C'est les deux qu'on a testés. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu nous disais que les tags permettaient aux freelances de sortir au niveau des recherches, de mettre en avant leur profil. Est-ce que tu peux nous donner d'autres petites astuces pour faire remonter notre visibilité sur Malte? En gros, je pense que au-delà du côté, si tu veux, astuce au sens, il faudrait que ça fasse tant de mots, etc. Donc, il n'y a pas des trucs aussi carrés que ça. Par contre, il faut toujours se considérer que son profil, on le fait pour des clients. En fait, et c'est vrai pour son CV, en fait. Un CV, il n'y a pas de machine automatique qui le lit. Et quand on écrit un CV, on se pose cette question, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie que les gens ils pensent que je fais? En fait, c'est pareil sur Malte. Moi, des fois, je vois des trucs assez amusants où je sens que les descriptions des personnes sont pas faites pour qu'il y ait des gens qui les lisent, quoi. Elles sont faites pour soi. Il y a des fois des personnes qui mettent des titres aussi, qui sont certes... Enfin, je vais être un petit peu provoque, mais je fais partie des communautés, tu vois, par exemple sur Lyon, on a plein de communautés qui sont regroupées autour d'une égide qui s'appelle Lyon Tech Hub. C'est top, il y a plein d'événements communautaires, etc. Et on va parler plein de choses, de software craftsmanship, enfin software craftsmanship, maintenant on dit. Il y a plein de choses comme ça. Et sauf que ça parle essentiellement aux gens qui font partie de ces communautés. Donc mettre par exemple en titre sur un CV, je suis software crafter, où j'ai vu des trucs un petit peu des fois amusants, Ninja Coder ou des trucs comme ça. Parce que des fois on se moque des entreprises qui font ce genre d'annonces, mais je peux t'assurer qu'il y a des freelances qui mettent ça aussi en titre. Et une entreprise qui voit ça, c'est pas trop à quoi s'attendre en fait. Donc oui, c'est pas très attractif. Il faut aussi qu'il y ait une certaine cohérence entre quelqu'un qui dit par exemple je suis et franchement, je te jure, ces cas-là, je les ai vus sur Malte. Je fais de la traduction, de la photo, du développement Java et du SEO. Ok, c'est sans doute vrai, je veux bien le croire, mais il faut bien comprendre que les gens qui vont lire ton CV, en fait, ils ont besoin de savoir ce que tu fais vraiment et en quoi tu vas pouvoir les aider. Moi, je pense qu'en tant que client, j'aurais du mal à avoir confiance en fait dans un CV qui me dit qu'il fait 5 métiers totalement différents. Donc, ouais, mon conseil principal, c'est ça, c'est vraiment de considérer qu'il faut voir son profil comme étant la porte d'entrée vers le client, et le client, il doit comprendre ce qu'on fait. Sinon, forcément, il va pas tenter la conversation. D'accord. J'imagine après, donc il y a toute cette notion de présentation de profil, mais le fait d'avoir déjà fait des missions, d'avoir déjà travaillé avec Malte, j'imagine que vous allez avoir tendance à plus mettre ces profils en avant, puisque c'est des profils qui, vous le savez, convertissent plus. Il y a plusieurs choses en fait, effectivement qui vont apparaître, qui vont intervenir dans que ce soit la recommandation ou que ce soit le moteur de recherche. Ce que je pourrais un petit peu qualifier de taux d'engagement en fait. En vrai, ton engagement vis-à-vis de la plateforme. Donc oui, il y a ton activité passée, bien sûr, le fait d'avoir fait des missions, évidemment, ça joue. Mais comme le fait de s'être connecté récemment et d'avoir mis à jour son profil récemment, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement, comme le fait d'avoir fait des actions en fait sur le site. Il y a aussi ta proximité géographique. Ça joue un tout petit peu. Si par exemple tu es plus proche du client, on va avoir tendance à te mettre un tout petit peu devant. Attention, pas beaucoup, hein, mais c'est un tout petit peu. Donc il y a plein de petits critères en fait qui vont jouer sur ta position. Et évidemment, hein, le fait de jouer le jeu, il faut vraiment voir, si tu veux, Malte comme une sorte de communauté. C'est en fait intrinsèquement l'idée de la communauté de Malte. Pour moi, c'était celle qu'on avait voulu créer aussi avant dans la société de freelance dans laquelle j'étais. On considérait, si tu veux, que toutes les actions bénéfiques à la communauté, je ne vais pas forcément détailler ce qu'on faisait, mais on avait un système assez particulier de rémunération de l'ensemble des personnes de la boîte. Et on considère que toutes les actions qui sont bénéfiques à la communauté, elles te rapportaient. Là, c'est pareil. Toutes les actions qui sont bénéfiques à la communauté, elles font en sorte qu'elles te rapportent, notamment en termes de positionnement.
en termes de prospection. Et ce qui est bénéfique ou ce qui n'est pas bénéfique, c'est simple, c'est si tu joues le jeu et que il faut savoir que si tu joues le jeu avec la communauté, en fait, entre guillemets, tu contribues à l'image de celle-ci, les clients sont plus enclins à repasser par la plateforme et donc à aider d'autres freelances après toi. Donc ça, c'est jouer le jeu, et donc ça veut dire effectivement on va te favoriser. Si à l'inverse, il y a des personnes alors bon, évidemment, les personnes qui sont inactives, ça c'est compliqué pour eux, ils ne seront pas dans les premiers en recommandation. Mais si en plus tu joues pas le jeu, c'est-à-dire que tu as tendance à sortir de la plateforme, par exemple, et on va arrêter de te recommander, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, tu te véhicules une mauvaise image pour tout le monde finalement. Donc voilà, je dirais que c'est un peu les grands principes. Après, comment ça se décline en termes d'algo, c'est autre chose, mais c'est, je dirais, le principe sous-jacent du truc, quoi. D'accord. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'en ce moment vous faites des recrutements chez Malte? S'il y a des freelances qui nous écoutent, ils doivent aller où? Ou des entreprises même? Ouais. Alors en ce moment, côté recrutement, c'est vrai que comme la période elle s'y prête pas trop, c'est un peu plus compliqué. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est un peu à l'arrêt, mais faut pas hésiter à regarder, faut pas hésiter non plus quand même à envoyer ses coordonnées. On a un site sur lequel tu peux le faire. Dans tous les cas, voilà, j'espère que la situation va repartir et voilà, on discutera de tout ça. Pour tout ce qui est freelancing, c'est pareil, c'est un petit peu lié quand même à du physique, parce qu'on a les After Malte, qui sont des très bons moyens d'échange. Mais en ce moment, on a aussi un autre truc qu'on a mis en place. Ce sont les Malte Academy. Donc les Malte Academy, c'est des sortes de conférences en ligne, et il y en a plusieurs par semaine. Il y a déjà eu plus de 6000 personnes qui ont assisté au total, sur l'ensemble de toutes les Malte Academy qui ont été faites. Donc sur des sujets assez variés. Ça peut être du SEO, ça peut être de la tech, ça peut être du management, ça peut être plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça permet un peu de rester, je dirais, dans son métier un peu. Et côté client, on a différents événements aussi qu'on fait avec les clients qui faut pas hésiter à nous contacter, parce qu'on est capable d'organiser des petits déjeuners sur certains sujets, que ce soit du légal ou que ce soit un petit peu on a un truc qui s'appelle aujourd'hui les Maltech Trends, sur lequel on parle un petit peu des tendances technologiques telles qu'on les a analysées depuis nos datas, en fait, depuis les datas de recherche et des profils. Et donc tout ça nous permet d'avoir plutôt une bonne carte, en fait, des tendances technologiques. Et voilà, donc ça pareil, on se propose de leur expliquer un petit peu tout ça, et puis du coup de parler un petit peu de transformation digitale. Encore une fois, j'aime pas trop le terme, mais comme c'est le terme un peu consacré, autant l'utiliser. Voilà. Donc pour retrouver tous ces événements, on va sur malte.fr? Tout à fait. Normalement, ils sont tous indiqués. Les Malte Academy, il y a un site à part, mais je pense qu'il y a une entrée sur le site Malte.fr. Mais sinon, c'est malte-academy.com, je crois. Mais voilà, oui, je crois que c'est ça. Ok, on mettra de toute manière tous les liens en description. Ouais. Ok, merci beaucoup, Hugo. Merci à toi. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.